Ah, jour béni! Aujourd'hui, on parle de Condorcet. La gauche, la gauche, la gauche, De gauche. de gauche, la gauche, la gauche, la gauche, la gauche, La gauche. la gauche, La gauche. la gauche. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hémiplégique, la chaîne sur laquelle on essaie de comprendre ce qu'est la gauche. Comme je vous le disais, je vais vous parler de quelqu'un qui a une importance fondamentale dans l'histoire de la gauche, tout en restant relativement méconnu. Je veux parler de Marie-Jean-Antoine Nicolas de Carita, marquis de Condorcet. On va l'appeler Condorcet. Quand on apprend les Lumières à l'école, on nous parle évidemment avant tout de Voltaire et de Rousseau, on évoque les encyclopédistes et surtout d'Alembert et Diderot. Ensuite, quand on nous parle de la Révolution, on évoque l'incontournable Robespierre, Danton, Marat, un peu Camille Desmoulins. Bien sûr, on sait qu'il n'était pas tout seul. On se disait qu'il devait y avoir lui et lui, et lui, lui et lui, et lui. Oui, on ne parle pas beaucoup des femmes en histoire à l'école. Mais il y avait surtout le dernier encyclopédiste, peut-être le dernier représentant des Lumières, qui a joué un rôle scientifique et politique très important et qui a eu une très grande influence lors de la Révolution, influence qui s'étend jusqu'à nous, Condorcet. Pour vous en parler, je vais m'appuyer sur le livre Condorcet, un intellectuel en politique, d'Elisabeth et Robert Badinter. Si vous avez l'occasion, je vous conseille de le lire, il est épais mais très agréable à lire. Nicolas de Condorcet est né le 17 septembre 1743 à Ribemont, dans l'Aisne. L'enfance de Condorcet n'est pas facile. Lorsqu'il a 1 mois, son père meurt. Pendant ses 9 premières années, pour emmerder les copains de Frigide Barjot et de Christine Boutin, sa mère l'habille en fille. Son tonton, qui est évêque, sonne la fin de la récré et l'envoie chez les jésuites, où il reçoit une éducation plutôt stricte. Disons pour simplifier que lorsqu'il en ressort, il est définitivement et absolument anticlérical. Autant le dire clairement, le type est brillant. À 28 ans, il rentre à l'Académie royale des sciences. Il en devient secrétaire adjoint à 30 ans, puis secrétaire perpétuel à 33 ans. Un peu plus tard, à 39 ans, il est élu à l'Académie française. Ça le fait. Sa première spécialité, ce sont les mathématiques, et notamment le calcul intégral. Il est ce qu'on appelle à l'époque géomètre. Il travaille sur beaucoup de sujets complexes sur lesquels je ne vais pas m'étendre, pas seulement en maths, mais aussi en physique, en économie. Un domaine dans lequel il innove particulièrement, et dont je vais dire 2 mots parce que c'est plutôt cool, c'est ce qu'il appelle l'arithmétique politique, à travers laquelle il va essayer d'appliquer les mathématiques à la politique. Par exemple, il applique les mathématiques aux décisions démocratiques, en démontrant mathématiquement qu'un jury composé de personnes peu expertes prend de meilleures décisions qu'une personne seule, même relativement experte. Ou encore en s'intéressant à une question simple qui a pourtant une réponse compliquée, comment sélectionner le meilleur candidat à une élection. Il y a énormément de vidéos sur le sujet, par exemple celle de Monsieur Phi que vous trouverez dans la description, donc je vais faire court. Pour Condorcet, le meilleur candidat, celui qui mérite d'être élu démocratiquement, c'est celui qui est préféré à chacun des autres candidats par une majorité d'électeurs. On se rend vite compte que le scrutin uninominal à 2 tours que nous utilisons pour les présidentielles par exemple n'est pas un scrutin de Condorcet. Je prends par exemple l'élection de 2002. Lionel Jospin était, d'après les sondages, préféré à Jacques Chirac par une majorité d'électeurs et préféré également à Jean-Marie Le Pen et à tous les candidats moins bien placés. Pourtant, c'est bien Jacques Chirac qui a été élu. La même situation se reproduit notamment en 2012 avec François Bayrou, préféré à François Hollande et à Nicolas Sarkozy par une majorité d'électeurs, alors que c'est François Hollande qui a été élu. Faut-il donc changer les modes de scrutin français? À titre personnel, je suis convaincu que oui, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Vous pouvez aller vous faire votre propre impression sur YouTube. Bref, Condorcet est un grand scientifique. Il va d'ailleurs être consulté par le roi et les ministres avant et pendant la Révolution sur plein de sujets différents. Par exemple, pendant la Révolution, il fait partie avec Laplace et Monge de ceux qui vont concevoir les unités que nous utilisons aujourd'hui, notamment le mètre. L'un de ses pères spirituels est d'ailleurs d'Alembert, qui dirigeait l'encyclopédie. C'est lui qui propose Condorcet à l'Académie des sciences, puis à l'Académie française. Ils resteront très proches jusqu'à la mort de d'Alembert en 1783. Celui-ci fait même de Condorcet son légataire universel, celui à qui il lègue tout. Scientifique donc, mais aussi philosophe. Et dans ce domaine, son père spirituel est Voltaire. Malgré leurs 50 ans d'écart, Condorcet va être très proche de Voltaire dans les dernières années de sa vie. Ils vont beaucoup échanger, notamment par lettres, et Condorcet va également aller passer plusieurs semaines chez le vieux philosophe, en compagnie de d'Alembert justement. L'influence de Voltaire chez Condorcet
se traduit notamment par un combat sans merci de l'injustice. C'est peut-être ce qui est le plus incroyable avec Condorcet. Il vit dans un siècle où la pensée, notamment en termes d'égalité et de liberté, va connaître un formidable bond en avant. Et lui, il va non seulement accompagner ce bond en avant, mais il va défendre des positions qui ont 100 à 150 ans d'avance. Exemple. Alors que la traite des Noirs bat son plein et que beaucoup, y compris chez les Lumières, pensent que l'esclavage est un mal inévitable, lui, il s'engage sans concession pour l'égalité entre les hommes, y compris les Noirs, et se fait d'ailleurs dans ce cadre beaucoup d'ennemis. Il faut dire que l'esclavage, ça rapportait un paquet de pognon à un paquet de personnes. Autre exemple. Anticlérical et athée, il se fait néanmoins le défenseur des protestants et des juifs au nom des droits de l'homme. Autre exemple. Un autre de ses combats est encore plus révolutionnaire pour son époque. C'est l'égalité entre les sexes. Même pendant la Révolution, on ne parle pas vraiment de scrutin universel. Dans un premier temps, seuls les riches propriétaires peuvent voter, puis tous les hommes. Mais le vote des femmes ou leur accession à des postes de pouvoir sont inimaginables. Condorcet dénoncera vivement cette démocratie qui met de côté la moitié de l'humanité. Quand on voit que le combat est aujourd'hui encore loin d'être gagné, on mesure à quel point Condorcet était un précurseur. Dernier exemple. Un autre combat anachronique, il défend les droits des animaux au point qu'il évite même de tuer les insectes. Très 21e siècle. Au-delà de ces principes, la pensée de Condorcet est de manière générale une pensée optimiste. J'en parlais dans une vidéo précédente, mais il va prendre le contre-pied de Rousseau sur le progrès. Pour Condorcet, qui publiera notamment à la fin de sa vie l'esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit, retraçant l'histoire du progrès au fil des siècles, puis donnant des perspectives, le progrès est la loi de l'histoire. C'est grâce à lui que l'espèce humaine tendra nécessairement vers le bonheur et la perfection. On parle ici de progrès technique et scientifique, bien sûr, mais de progrès social également, qui aboutiront ensemble à un progrès moral de l'humanité. Condorcet fait donc partie des premiers penseurs du progressisme, qui a longtemps constitué une valeur forte de la gauche, valeur remise en cause par certains courants de pensée ces dernières années. Voilà pour les aspects scientifiques et philosophiques de la vie de Condorcet. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de l'influence qu'il a eue dans le domaine politique à une période charnière de l'histoire de France, la Révolution. Pour ne pas la manquer, abonnez-vous.